Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Parfait, d'accord. Donc, bienvenue à une petite soirée de la Société historique. On fait ce qu'on peut dans cette pandémie, n'est-ce pas? Et nous avons deux produits à vous offrir ce soir que j'espère vont vous plaire, qui montrent des avancées dans ce que nous faisons et la terminaison de deux projets. Donc, avant de commencer, je voudrais vous signaler que donc nous avons deux présentations. Après chacune des présentations, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Et le tout va durer, j'imagine, à peu près 1 heure. Et voilà, donc pendant les présentations, on va vous mettre en sourdine, de sorte que les voix ne se propagent pas. J'aimerais commencer par présenter notre président, Michel Ducharme, qui va vous adresser quelques mots. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Michel, on ne t'entend pas. Très bien. Bon, je vais essayer de parler fort dans ce cas-là. Non, ça marche pas? Non. Ça marche très bien. Toi, tu l'entends? Ça marche. Oui. Ça marche? Oui. Oui, pour moi, ça marche bien. Donc, ça veut dire que ça fait des jours qu'on me dit que c'est de ma faute et que c'était pas de ma faute. Alors, bonsoir à tout le monde, si vous pouvez m'entendre. Il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à titre de président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique à cette soirée très spéciale. En effet, ce soir, nous lançons non pas une, mais deux expositions virtuelles. La première s'intitule La corde à linge d'Indira. Elle a été réalisée par Indira Yin, une élève de 12e année de l'école Duchess Park du Conseil scolaire francophone à Prince George. Cette exposition a été produite dans le cadre d'un projet Connect du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. La seconde exposition s'intitule Entrevue d'histoire orale de leaders de la francophonie britanno-colombienne. Elle a été réalisée par notre directeur général, Maurice Guibard, que tout le monde connaît, j'imagine, ici, et a été réalisée grâce à une subvention qui nous a été octroyée par Patrimoine canadien. Avant de passer la parole à Maurice, puisque je sais que vous n'êtes pas branché pour m'écouter moi, alors je vais être bref, mais avant de passer la parole, j'aimerais quand même remercier, au nom de la Société historique francophone, nos partenaires et bailleurs de fonds, sans qui ni l'une ni l'autre de ces expositions n'aurait pu être réalisée. Donc, je voudrais remercier le gouvernement du Canada et plus particulièrement Patrimoine canadien qui a financé l'exposition et la réalisation des entrevues d'histoire orale. Je voudrais également remercier le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique et en particulier Maureen Ojard. Je suis désolé, je ne savais pas comment le prononcer. Mais donc, remercier Maureen Ojard qui ont contribué, qui ont travaillé en partenariat avec nous pour la réalisation de l'exposition virtuelle intitulée La corde à linge d'Indira. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Maurice Guibard, notre directeur général. Le deuxième projet, donc maintenant, nous avons, comme Michel le signalait, nous avons reçu une subvention de Patrimoine canadien qui nous permettait de faire des entrevues d'histoire avec des entrevues d'histoire orale avec des leaders de la communauté francophone. Donc, nous avons pu faire 11 entrevues dont nous allons vous présenter maintenant un survol, d'accord? Dans les semaines à venir, la plupart de ces, ils seront tous transcrits. La moitié à peu près sont transcrits pour le moment. Notre bénévole Daniel Poudinx, qui est avec nous aujourd'hui, s'est porté bénévole pour transcrire des entrevues. Et donc, et la transcription et l'entrevue vont être placées sur notre site via YouTube. Donc, d'ici une semaine, j'imagine, les entrevues vont être disponibles à tous sur YouTube et ensuite via un lien sur notre site web. Nous avons parmi nous aujourd'hui quelques-unes des personnes qui ont été interviewées et je commence par Suzanne Tkach de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Maillerville. Bonsoir Suzanne et merci. Nous avons Gisèle Sanson de l'Association historique francophone de Victoria et son mari Jacques Vallée
donc de la Société francophone de Maillardville et de la radio communautaire de Victoria. Nous avons Donald Cyr de la Société de développement économique. Bonsoir, Donald. Et je pense que, est-ce que j'en oublie? Je pense que c'est les... Ah non, et nous avons Séverin Godette, qui a été le premier président et l'un des membres fondateurs de l'organisme précurseur, justement, du Conseil jeunesse francophone, l'un des fondateurs aussi de la troupe folklorique, de danse folklorique canadienne-française, donc les Cornouillers, et aussi, donc à Victoria, et celle de Vancouver, les pionniers, non pas les pionniers, voyons, les danseurs du Pacifique. Je m'excuse, les danseurs du Pacifique, j'avais un blanc complètement. Merci, il me corrige, une des danseuses originales. Donc voilà, sans plus tarder, je vous présente donc le survol des entrevues historiques. Je suis un franco-colombien. Voilà. Je suis né à Victoria, de parents françois. Et disons que c'est une fierté qui vient avec ça parce que, disons que les racines, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont déménagé du Québec dans les prairies. Et mon grand-père, des deux côtés, sont nés en Saskatchewan. Et donc, c'est ça. C'est une longue lignée, si on veut. Puis mes parents ont déménagé ici. Et on ne pouvait pas aller plus loin dans la migration au Canada. Après ça, il fallait revirer de bord, comme mon frère a fait. Je suis née dans un petit village nommé Sainte-Rose-du-Lac, qui était à l'entour du... je dirais, c'est près de Dauphin, si les gens connaissent le Manitoba un petit peu, là. Et puis, j'ai déménagé, après que mon père est décédé, on est déménagé à Saint-Boniface. Et votre autre fille? Pinot. Pinot. Comme le vin. P-I-N-E-A-U. Lorsqu'il y a eu la chute du gouvernement Duvalier en 1986, donc Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, mon père qui était un commandant dans l'armée de Duvalier, sa vie était en danger, donc sa famille aussi. On a décidé à partir de ce moment-là de commencer à regarder pour d'autres options, pour voir si on pouvait déménager, quitter le pays. Donc ma mère, elle avait de la famille à New York et elle avait déjà un fils aîné qui avait déménagé à Montréal. Donc on avait le choix entre les deux. Mais finalement, on a opté pour Montréal à cause de la langue, surtout. Donc on parle français en Haïti, pour ceux qui ne savent pas. C'est français et créole. Donc le côté francophone a joué beaucoup pour qu'on puisse déménager à Montréal. Je suis né à Montréal, sur Verdun en fait. Puis ensuite, j'ai toujours aimé l'astronomie et puis je suis devenu l'astronome. J'ai un doctorat en astronomie maintenant. J'ai commencé à l'Université de Montréal pour mon baccalauréat SA, BA. Ensuite, mon baccalauréat S-Sciences, BSc. Ensuite, maîtrise de sciences, MSc. Puis, je suis allé à Toronto pour obtenir mon doctorat, PhD. Moi, je suis originaire de Montréal. Je suis venue ici, je travaille d'ailleurs à Maillardville depuis 25 ans maintenant. Je suis venue ici il y a 26 ans avec mon conjoint du moment qui avait obtenu un transfert ici dans un bureau du gouvernement. Alors, on est venu pour 2 ans, mais on n'est jamais reparti. Et puis, la famille a grandi ici, les enfants ont grandi ici, et puis se sont établis, eux, de leur côté. Mais moi, je suis originaire de Montréal, la seule d'ailleurs, parce que toute la famille est originaire de la Gaspésie, pour être plus précis, de Saint-Georges-de-Malbaie, qui est situé entre Gaspé et Percé. Alors, la baie des Chaleurs, c'était vraiment le coin où on passait tous nos étés. Puis après ça, ben, mes parents se sont installés à Montréal pour le travail et de là, Joanne est venue au monde à Montréal. Le Grand Montréal. Le Grand Montréal. Paroisse Saint-Pierre-Claver. D'accord. Rue Partenay. Guilford.
Delormier, Mont-Royal. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est plutôt rénové et un petit peu plus fancy. Non, c'est de ce coin-là que je suis. Je suis arrivée à l'hôpital Notre-Dame, comme tout le monde. Les enfants arrivaient à cette époque-là, 1942. C'est au mois d'août. Moi, je suis originaire, pour être plus précis, Edmundston, Nouveau-Brunswick. Je suis acadien de naissance, mais on se dit des Brayons parce qu'il y a une différence entre un accent acadien et un accent québécois. Puis moi, les gens, des fois, ne peuvent pas me placer. C'est-tu acadien, c'est-tu québécois? C'est Brayon. Mais je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Eh bien, moi, je suis né au Manitoba, dans un village qui s'appelle toujours Somerset, nom anglophone, à 85 000 au sud-ouest de Winnipeg. Et même il y a 1 an ou 2 ans, je suis allé avec mes enfants, mes 2 garçons, visiter cette place pour leur montrer où leur père était né. Alors, ça a été très, très agréable. Et alors, je suis né là. Je suis née à Tanger, au Maroc, et toute très jeune, j'ai vu les bateaux qui parcouraient le monde et j'étais curieuse du Canada. Éventuellement, en 1975, j'ai pu poser ma candidature à un poste à Toronto, à l'université. Et c'était ma première, mon premier pied-à-terre au Canada. J'étais à Toronto pendant 3 ans et ensuite en 1978, je suis arrivée à Vancouver. Pierre Rivard, lui, il est né en 1962 à Rouyn-Noranda, au Québec, d'une mère anglophone et d'un père francophone. Donc vraiment, moi, mon histoire familiale, elle est très identité canadienne, si on veut, en termes de bilinguisme. Parce que tant du côté de ma mère, mes grands-parents maternels ne parlaient pas français. Donc, on a dû apprendre l'anglais quand même assez rapidement pour avoir un petit peu de conversation avec nos grands-parents. Ma grand-mère pouvait dire « Bonjour, comment ça va? » Mais ça s'arrêtait là. Je suis d'origine acadienne, mais un peu par adoption, un peu. Donc, j'ai été née à Montréal, puis j'ai de la parenté québécoise. Mais après 5 mois, mes parents ont décidé de déménager en Acadie, donc à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est ça, j'ai grandi en Acadie, j'ai connu l'histoire acadienne. Je suis acadienne par identité. J'ai nommée coordonnatrice à ce temps-là parce qu'on travaillait avec tous les organismes francophones ici à Mayerville, puis on était 13, je pense. C'était les paroisses et puis la Caisse populaire, les Dames auxiliaires, le foyer Maillard. C'est un rassemblement de tous les organismes ici, à cause que quand on faisait des choses, si mettons que deux événements arrivaient sur la même date, c'était pour coordonner vraiment les activités de la communauté. Il était à ce moment-là pas mal regroupé autour du Club canadien français, la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et là, il y a à cette époque, elle était jeune comme moi, danseuse, Marie-France Bérubé. Puis elle voulait partir un groupe de danse folklorique. Puis c'était le folklore international. Et disons, OK, on va aller essayer ça. Puis ça regroupait le monde. Mais là, on a fait venir un prof du Québec qui nous a enseigné les danses traditionnelles de notre patrimoine, en fait. Et ça, on a laissé les danses bulgares et grecques et macédoines, puis on découvrait ce qui est à nous, finalement. Et c'est là qu'a commencé les courmiers. Le gouvernement à Ottawa, là, des fois c'est le Parti libéral, des fois c'est le Parti conservateur, peut-être un jour ça va être le Parti néo-démocrate, mais ils ont des visions différentes. Hein? Le Parti conservateur, il arrive, il coupe en astronomie, il coupe en sciences sociales, il coupe. Et il coupe même en francophonie, l'argent des subventions. Mais quand même, heureusement que de temps en temps, il y a des nouvelles lois qui sont passées au Parlement et ces nouvelles lois favorisent la francophonie hors Québec. Et souvent, par accident, c'est toujours le Parti libéral, le fédéral, qui est là quand ces lois-là passent. Et les arts ne restent pas beaucoup d'argent.
du gouvernement, mais il en faut. Et quand il y a des coupures, ben, ça touche plein du monde. Pour moi, j'étais attirée par définition, par réalité francophone, là. Mais j'avais une amie qui était sur le conseil d'administration de la Société francophone de Meyerville, qui m'a fait part qu'il y avait un poste qui allait s'ouvrir pour s'occuper des commandites. Et puis j'ai postulé, j'ai obtenu la job, et puis de fil en aiguille, la directrice qui était là au moment où moi je suis venue a quitté peut-être un an après. Et ils ont pris une pause de quelques mois pour ensuite, ils m'ont offert le poste. Pour moi, c'était un peu intimidant, n'ayant jamais travaillé dans le milieu associatif avant, parce qu'auparavant, j'étais agent d'immeuble à Montréal. Alors pour moi, c'était vraiment, puis je faisais pas de l'immobilier résidentiel, c'était vraiment de l'immobilier business, real estate. Fait que pour moi, c'était vraiment très différent comme travail. Mais après ça, quand tu t'assois, tu te mets à penser, vendre, c'est vendre. Alors, il fallait que, plutôt que de vendre des immeubles à revenus, j'allais vendre l'idée de la francophonie. Puis c'est les mêmes techniques de vente qu'il faut utiliser. Et ça, c'était un moment où Jacques a dû envoyer plusieurs lettres dans plusieurs endroits pour se sécuriser. Mais finalement, oui, on va partir. OK. Est-ce que je m'en vais ou si je reste je reste dans l'Est ou je m'en vais dans l'Ouest? Alors là, c'était une question de réflexion. Et ouais, finalement, je dis OK, je vais y aller, mais pour la francophonie. Alors, c'est toujours été un thème dans ma vie. On peut le voir, c'est francophonie en grosses lettres majuscules, c'est tout le temps ça qui m'a dirigée. Je savais qu'il y avait une école en français. Je savais, il fallait que je sache tout ce qu'il y avait en français ici. Puis quand je suis arrivée, ben j'ai pas eu de problème. J'allais tout de suite, j'ai téléphoné et c'est Denise Branter qui m'a répondu. C'est à l'école, ça, donc? Oui, à l'école Tavrodard. Puis je dis, je peux être bénévole, je suis une éducatrice spécialisée autant en éducation que dans d'autres domaines. Alors, je peux être bénévole. Bien, elle a dit, Madame, prenez vos papiers et allez les déposer au 61. Qui est quoi, le 61? C'est celui qui gère le district éducatif de où se trouvent les écoles alentour de Victor-Vaudard. Et puis, oui, je suis embarquée. Puis, c'est ça. Alors, j'ai fait une dizaine d'années. On a gardé le service à l'entrepreneuriat, on a gardé le tourisme et on a commencé, si tu veux, à rajouter plusieurs autres programmes. Un de ces programmes-là, c'est Femmes. C'est Rita Couture, je ne sais pas si tu l'as connu, qui était ici, qui a fait un programme spécialisé pour les femmes, en termes de leadership, monter des entreprises, de mentorat. On a commencé en 2007 à peu près, chose de même, pour le continuer, puis bon, ça continue encore. Mais on a été, si tu veux, chercher plusieurs choses pour les Jeux olympiques. En vue des Jeux olympiques, là, j'ai fait plusieurs connexions, là, moi, là, avec, parce que je faisais partie du comité économique qui rapportait au secrétariat, qui était responsable d'aller chercher les Jeux pour Vancouver. Ensuite, quand Vancouver a été nommé pour les Jeux olympiques, je faisais encore partie de ça. On était en compétition maintenant, surtout contre la Corée. Il n'y a pas à dire. Je suis francophone. Et puis, je suis allé au collège de Saint-Boniface. Bon, c'était les pères jésuites qui étaient les directeurs, les professeurs. Et puis, je me souviens d'un professeur, entre autres, qui s'appelait le père Gendron. Je me souviens bien de son nom, qui venait du Québec, puis il faisait du patriotisme. Et puis, bon, ça m'intéressait. Puis moi, c'est ça, je voulais faire quelque chose pour la francophonie. J'étais fier d'être francophone, j'étais fier de ma langue. Et puis, je voulais faire quelque chose pour faire avancer la cause. Voilà. D'accord. J'aurais pu ne rien faire, mais non. J'étais foncièrement francophone. J'ai parlé français à la maison, très début, si vous voulez, et puis l'anglais aussi, mais le français avant, à cause de mes parents, naturellement. Et voilà, il n'y a pas d'autre manière de m'expliquer. C'est par pure fierté d'être francophone. Oui, donc je vois cette annonce et ça pique ma curiosité. Je dis tant qu'à faire du bénévolat, j'aimerais que ce soit plutôt pour ma communauté, parce qu'il faut dire qu'après 3 ans à Toronto,
le français était devenu non plus, l'anglais que j'avais choisi et dont je voulais avoir la maîtrise complète pour m'exprimer aussi bien en anglais qu'en français. Je me suis rendu compte que souvent, si je parlais français, on me demandait de parler anglais. Donc l'anglais était devenu n'était plus un choix pour moi, mais une obligation. Et j'ai choisi ce qui m'avait froissé. Donc quand je me suis identifiée plutôt à la communauté francophone, ça a commencé un petit peu à Toronto. Souvent on me disait why don't you go back to Quebec. Je disais désolée, je ne suis pas québécoise, je viens. Et donc je me suis identifiée avec la minorité francophone à peu près une fois à Toronto, parce que je me suis sentie finalement une étrangère dans un pays anglophone, certainement, un pays très accueillant, mais malgré tout, je me suis rendu compte que on me rangeait dans la minorité francophone. Donc d'où je vienne, que je vienne du Québec ou de France, n'avait pas d'importance. À l'époque, j'arrive au centre, c'était tout blanc cette affaire-là, il y avait du tapis gris, des miroirs le long d'un mur, pas de réception, pas de bibliothèque, c'était des murs, c'était une boîte vide. À l'entrevue, ils ne m'ont pas trop dit dans quel état était la chose. Et puis Monique Polanyi m'a amené dans le bureau du directeur, puis elle m'a dit, ben là, il y a des boîtes, tu fouilleras, puis je partais, là, mais sans aucune direction, sans aucune, ce serait peut-être sévère de dire ça, mais c'était presque ça, c'était, fais ce que tu peux avec ça. Tu sais, c'était un petit peu... Alors, on me donnait une grosse marge de manœuvre, mais en même temps, il fallait que je bâtisse tout, là. Au long de mon parcours, au long de mon cheminement, je me suis intéressée dans la course à pied. Puis, quand j'étais à l'école élémentaire, j'ai commencé à faire des petites courses ici et là. Puis, c'est actuellement un groupe d'entraînement qui allait se former pour les jeunes francophones, pour les jeunes filles francophones de la région. Donc, c'est un parent d'une de mes amies qui m'a invitée à faire partie de cette équipe-là. Parce que je savais que les aînés cherchaient une coordonnatrice. Et il avait commencé un club, c'était appelé la branche 86 à ce temps-là. Le club des pensionnés? Le club des pensionnés, branche 86. Ça, c'était le numéro du membership. Et puis, alors j'ai été voir Madame Armella Ledet, qui était je veux toujours dire principale, mais était la présidente à cette époque. Et je lui ai dit que je serais fort intéressée dans la job, dans l'emploi. Alors, ils m'ont embauchée. Alors, j'étais la première personne à travailler là. Il n'y avait jamais eu de coordonnatrice avant. On avait un bureau parce que la ville leur avait accordé un site dans la place Maillardville. Et puis, c'est là qu'il a été le premier bureau. Quand je suis arrivé ici, je me disais, il y a sûrement des Haïtiens quelque part. Et en commençant, j'ai découvert la Maison de la Francophonie et l'association francophone de Surrey. Et de fil en lien, ils m'ont dirigé, ah oui, on connaît quelques Haïtiens. Et là, j'ai connu une famille haïtienne. Et de cette famille haïtienne-là, la famille Étienne, eux, ils m'ont introduit à l'association canado-haïtienne de la Colombie-Britannique. Donc, à partir de ce moment-là, en apprenant à les connaître, j'ai obtenu un poste de conseiller au sein du conseil d'administration. J'ai fait 2 mandats consécutifs de 1 an. Ensuite, j'ai dû prendre une pause à cause du travail.
Et lorsque je suis revenu, aux prochaines élections, j'ai pu être élu président. Donc, depuis ce temps-là, depuis 2018, j'ai été élu président. C'est là qu'a parti l'idée de former d'aller chercher d'autres jeunes à la province, puis voir si on ne pouvait pas former une association, fédération, peu importe le mot, de jeunes dans d'autres communautés pour vraiment mousser l'idée de chercher une identité. Parce que, encore, on n'avait pas l'école. Alors, les jeunes avaient soit l'église, soit la maison, et ça arrêtait là. Alors, si on avait au moins un groupe social dans chaque communauté, puis on pouvait se rencontrer au niveau provincial, ça nous donnait, disons, ça apportait quelque chose. Et c'est de là qu'on est allé former avec des jeunes de Maillardville, de Prince-Georges, de Vancouver, de Terrasse, à ce qu'on appelait à cette époque-là la Fédération jeunesse colombienne. Et aussi, il faut dire que j'ai été élu le premier président. Et j'ai encore une belle plaque à la maison qui dit « On vous remercie pour vous ». Mais la Fédération jeunesse était le précurseur du Conseil jeunesse. Et j'ai longtemps été conseiller sur le conseil d'administration de la Société francophone de Victoria, qui s'occupe de faire, entre autres, toutes sortes d'activités culturelles. Une autre chose que j'ai faite, c'est le tome 2 de présence francophone à Victoria, qui couvre les 30 dernières années. Et là encore, j'ai fait que l'administration soit faite à la manière scientifique. C'est-à-dire qu'il fallait que pour chaque chapitre soit écrit par quelqu'un de compétent dans son domaine et qu'il y ait par-dessus ça un arbitre qui lit ça, qui trouve s'il y a des lacunes ou quelque chose d'incorrect ou de biaisé. Avant la célébration du centenaire de Maillardville, on avait pris la décision qu'on allait revenir vers Maillardville. Parce qu'originairement, le premier Festival du bois s'était tenu au Parc Macken, ici. Alors, on avait décidé en comité qu'on allait revenir au Bercail. Puis célébrer l'événement du 100e anniversaire allait être célébré, le festival allait être célébré bien à Maillardville, parce que Blue Mountain Park, c'est pas Maillardville. Alors là, je sais qu'est-ce que c'est le tourisme, puis je m'embarque là-dedans, mais je suis à l'association historique, alors je me dis, ça va servir, je vais faire un projet, justement. Puis comme je suis là, je dis, on rouvre là avec Sainte-Anne Academy, là, on va faire des marches à l'été prochain, fait que tout ce que j'apprends en janvier, février, mars, avril me sert immédiatement dans le projet et je saute là-dedans. Et on fait des marches fantastiques. Un de ces choses-là, un de ces projets-là, c'est le projet EcoNova, qu'on fait avec le conseil scolaire. EcoNova, fait avec le conseil scolaire, pour sensibiliser les jeunes au développement durable. Je ne retourne pas ce qu'après ma job, comme chimiste. Donc, ce projet-là, ça combine les nouvelles technologies. Ça combine le développement durable, qui est un secteur qui va devenir toujours plus important. Ça combine la jeunesse. Ça combine travailler avec le communautaire, dans notre cas, qui est le conseil scolaire francophone. Et le projet fut tellement un grand succès que la Fondation du dialogue a nommé ce projet-là en 2020, au mois de mars, pour la semaine de la francophonie. C'est le projet qui a été nommé pour l'ensemble du Canada comme un exemple de success stories. Parce que c'est un projet qui combinait la jeunesse, la communauté, l'économie, les changements technologiques, les changements nouveaux. C'est ça. Comme président, je suis allé à Ottawa, où j'ai rencontré le secrétaire d'État qui s'appelait Lamontagne. Je ne peux pas me rappeler son prénom. Et puis, je lui ai dit, voulez-vous appuyer la demande qui a été faite pour étendre le réseau français de la radio et de la télévision jusqu'en télé. Bon. Ensuite, vous allez voir M. T.C. Douglas, qui était le chef du Parti néo-démocrate. Il le représentait à ce moment-là, c'était Coquitlam ou peut-être l'île ici. Puis il venait de Saskatchewan. Alors, je suis même déjeuné avec lui. Et puis, je lui ai fait la même demande. J'ai dit, voulez-vous appuyer la demande qui a été faite dans ce sens-là? Puis, il était très, très sympathique.
Alors, écoutez, je ne suis pas le seul responsable de ça. Il y a bien des gens qui se sont occupés, qui ont travaillé pour la radio et la télévision. Mais moi, je l'ai fait comme président de président de la Fédération du francophone. Nicolas, en 85, donc, est né. J'étais à ce moment-là membre du conseil d'administration. Éventuellement, en 1989, lorsque Jean-Robert est reparti en France pour régler des problèmes familiaux, il m'avait pressé d'accepter le poste de présidente, mais j'ai trouvé ça un petit peu difficile étant donné qu'au mois de mars, je venais d'avoir mon 3e garçon. Je me suis présentée au mois de septembre et j'ai été élue. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à la tête du CA et avec une équipe assez fournie et aussi à ce moment-là, c'était Régent Poirier qui était le directeur artistique et tout allait très bien, donc je me suis sentie soutenue et c'est alors que j'ai pu me rendre compte de l'ampleur de la réputation que la 16e avait pu rétablir sous la houlette de Régent. Et lorsque j'ai été invitée à la réunion des théâtres francophones hors Québec, et j'ai rencontré à ce moment-là, cette réunion avait lieu à Ottawa, et j'ai rencontré tous les théâtres francophones hors Québec avec beaucoup de satisfaction. Ça a été le début d'une grande aventure avec... Puis je savais qu'il y avait un marché à Vancouver pour ça. J'étais convaincu qu'on pouvait avoir des centaines et des centaines de personnes prêtes à payer quelque chose. Parce que c'était ça le problème, c'était que le festival qu'il y avait, il était pratiquement gratuit là, sur la rue ici, et ça avait mis le centre dans un pétrin financier épouvantable. Puis je me disais, non, les gens, ils vont vouloir payer 20 $, puis 15 $ pour voir des shows comme ça, puis si on présente ça dans des conditions de qualité. À l'université, j'ai continué à faire la course à pied, mais j'ai vu que j'avais vraiment du potentiel à faire les Jeux olympiques. Donc, j'ai revenu de mes études de la maîtrise pour ensuite me préparer pour les Jeux olympiques. Puis c'est ça, j'ai été aux Jeux olympiques à Rio en 2016. J'ai terminé 16e. C'était une course de à peu près, il y avait à peu près une 50aine de compétitrices dans l'événement comme tel. Puis c'est ça, je m'ai classifiée pour la finale. En me classifiant pour la finale, j'ai aussi battu le record canadien en cheminement. Donc, c'était quand même un très grand exploit. Puis, j'ai eu la chance de faire ça le 15 août. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le 15 août, c'est quand même la grande célébration acadienne, la fête nationale, en fait. Et j'ai eu la chance de fêter ça avec les Acadiens, ce qui était vraiment pour moi un tel honneur parce que c'est une communauté que je tiens vraiment à cœur. Donc, mais maintenant, je poursuis mon chemin vers les prochains Olympiques. Donc c'est ça. Puis avec la pandémie, ça a été repoussé un peu, mais on a déménagé ici en Colombie-Britannique pour poursuivre l'entraînement. Actuellement, ça fait presque 1 an qu'on est ici, juste pour changer les affaires parce qu'il y a tellement de services qui sont offerts ici en Colombie-Britannique pour les athlètes. Puis ensuite, avec la météo, c'est sûr que c'est vraiment un endroit parfait pour faire l'entraînement à l'année longue. Vous êtes en train de soumettre votre candidature pour siéger au conseil d'administration de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Ce qui m'a amené à faire cela, c'est que je trouve que on parle de diversité, mais on ne la voit pas. La diversité, surtout au milieu francophone, c'est quelque chose qu'on a besoin et elle doit être visible.
La fédération est le porte-parole de tous les francophones de notre province. Donc, elle doit partir et donner l'exemple. Donc, ce serait bien d'avoir, ce serait même impératif d'avoir un membre issu de communautés au sein de leurs membres du conseil d'administration. Avec ça, là, je sais garde et Cornillé, mais avec ça, on arrivait à Vancouver, coïncidait avec Raymond Lemoine qui est arrivé à Vancouver, à Maillardville. Puis, on s'était connus par un stage de danse au Manitoba organisé par, aujourd'hui on les appelle les danseurs de la Rivière-Rouge, mais à l'époque on les appelait les Gays Manitobains. Mais quand on est arrivé à Vancouver, justement, puis lui et d'autres amis, on a formé les danseurs du Pacifique en 1980. Il faut penser que la paroisse, quand moi je suis venue ici en 1974, 90% c'était des francophones. Et c'était pour ça que la paroisse de Notre-Dame de Lourdes a été bâtie. C'est que les gens sont venus travailler au Moulin en 1909, en 1930, et puis on est encore ici. Pas aussi fort, mais on est encore ici. Mais vous êtes là pour les appuyer, pour appuyer cette communauté-là. Oui, et essayer de... J'ai convaincu le père Barato que c'était important de continuer de voir que la francophonie, que l'histoire francophone de l'église de Notre-Dame de Lourdes était très importante et qu'à un moment donné, c'était le centre de la vie ici à Maillardville, d'après ce que je peux comprendre avec tous les francophones. Et puis, l'église était vraiment le hub de tout ce qui se passait. J'ai été aussi bénévole à la radio communautaire. J'ai été directeur général bénévole, c'est-à-dire non payé, pendant une dizaine d'années pour faire avancer les choses. D'abord, pour créer la radio communautaire, ça a pris 9 ans, 8-9 ans. Et c'est dur parce qu'il y a beaucoup de papiers à aller chercher, un papier de l'Industrie Canada, un papier du CRTC, un papier de la Ville de Victoria, et puis il y a plein d'autres affaires qui ont leur mot à dire sur les ondes radio. C'est quelque chose qui permet à la communauté de s'exprimer, et c'est quelque chose qui permet d'entraîner les gens, certains gens intéressés à la radio, et plusieurs de ces gens-là sont rendus à d'autres postes comme Radio-Canada. On en a plusieurs à Vancouver. Ils ont commencé ici à Victoria, une radio communautaire, avant d'aller à la radio d'État. Et il y en a d'autres qui sont dans des radios privées au Nouveau-Brunswick. Et donc, c'est comme une école pour te montrer la patente avec les fils électriques et puis comment s'exprimer à un micro. Je fais certaines choses comme offrir des prix, par exemple. À l'école Victor Brodeur, c'est le nom de l'école française. Et à l'Association francophone, j'offre des prix. Et puis la même chose à la Fédération. Alors c'est ma façon de participer à la francophonie, parce que maintenant je ne peux pas me déplacer facilement. Vous savez, j'ai au-dessus de 91 ans. Je suis bien chanceux d'être encore vivant. Marie Woolridge avait été présidente en 77-78, présidente de la Fédération, et c'est elle qui avait obtenu du Premier ministre Bennett le programme 4 de français. Suite au décès de son mari en 78, Marie avait dû abandonner la présidence. Mais lorsqu'elle revient en 90 comme vice-présidente, elle est membre, la gestion scolaire évidemment continue à être une priorité, mais son dada et sa grande passion, c'est la culture. Et c'est elle qui tient à ce que la culture fasse qu'il y ait un aspect culturel à toutes nos réunions, que de toutes les réunions il y ait une réunion d'affaires, qu'il y ait de la culture. Elle avait été une des premières personnes à fonder le Conseil culturel canadien-français. Et Marie est donc vice-présidente et elle prend aussi la présidence du comité culturel, parce que l'objectif c'est de créer un conseil culturel et artistique pour la Colombie-Britannique. Donc c'est quelque chose que l'on attend comme le Messie, c'est quelque chose qui la préoccupe depuis très longtemps.
Et il est temps, les jeunes se sont affranchis de la fédération, ont créé ont pris leur envol en 89. Et Marie pense qu'il est temps maintenant que la culture ait sa place. Donc elle me recrute en tant que président du théâtre de la 16e. Après, il nous manquait un rendez-vous d'hiver. On avait quelque chose à l'automne, à l'été. Là, je me suis dit, sur le modèle de coup de cœur, je pense qu'en humour, on pourrait faire quelque chose. Et je suis allé, puis ils ne me connaissaient pas du tout, là, juste pour rire à Montréal, je suis allé frapper à leur porte. Puis je leur ai dit, écoutez, nous, en chanson, on fait un truc qui s'appelle Coup de cœur francophone, c'est à travers le Canada. Je dis, moi, je pense qu'on peut faire un petit événement d'humour d'un week-end à Vancouver en français. Je serais prêt, on aimerait être partenaire avec vous. Vous avez une bonne marque de commerce, bien avant l'histoire de M. Lauzon. Monsieur Rozon, pardon, Gilbert Rozon. Puis ils me regardaient, là, eux autres, c'était ben non, ça ne marchera pas. Oui, ça va marcher, vous allez voir, ça va marcher. Alors, on l'a fait une fois, puis ça suffit de le faire une fois pour qu'il. Ah ben oui. Ça, c'est sûr que tu peux seulement courir à peu près 2 heures par jour. Donc, ça te laisse encore plusieurs heures par jour à faire autre chose. Puis cette année, comme j'ai dit, on ne voyage pas vraiment. Donc, en fait, tous les camps d'entraînement ont lieu ici à Victoria. Donc, c'est vraiment... moi puis Marie, on discutait de la vie, puis de ce qu'on cherchait dans la vie. Puis ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait. C'était de faire autre chose que juste courir, puis de s'entraîner. Donc, j'ai fait une recherche. Il y avait un emploi qui était ouvert à Radio Victoria. Puis, avec toutes les entrevues que j'ai faites au long des années, je m'y ai dit, OK, ça serait vraiment le fun d'être sur l'autre côté de l'entrevue, puis de faire connaître les gens ce que moi j'apprends en même temps. Donc, de faire connaître les services francophones qui sont offerts en Colombie-Britannique. Puis déjà, juste à 2 semaines déjà dans l'emploi, c'est incroyable comment de services qui sont offerts, comment traces de francophones qu'il y a à travers la Colombie-Britannique. Comme mes enfants étaient inscrits à l'école André Piola, je me suis aussi impliquée auprès comme présidente du comité de parents. Et qu'en tant que présidente du comité de parents, j'ai organisé certaines belles manifestations à l'école, comme les remises de prix et travaillé à un concert avec un des professeurs de musique à ce moment-là, dont j'ai oublié le nom. Et c'était de voir tous ces jeunes finalement parler français, c'était très émouvant. Je pense que c'est sans doute là le fait que grâce aux efforts de personnes telles que Marie Bourgeois, Martine Galibois-Barre, Ciseux Friolet, beaucoup de personnes qui ont œuvré, Monsieur Vincent Pigeon, enfin qui ont œuvré pour l'obtention de la gestion scolaire. Mais je n'aurais pas été parente à l'école André Piola et je n'aurais pas eu le plaisir finalement d'entendre mes enfants me parler en français. On m'a demandé de faire, c'est de faire partie du comité qui préparait la proposition culturelle. Parce que dans tous les Jeux olympiques, il y a un volet culturel. Alors, ça, je me suis dit, oui, les sports, je les ai faits. Ça me parle plus ça m'intéresse plus de travailler sur la proposition culturelle du cahier de charge qui allait être remis au CIO, au Comité international olympique. Toute la philosophie de la candidature de Vancouver, c'était Legacy Now, un héritage maintenant. Nous, ce qu'on disait, c'est que Vancouver ne va pas attendre d'avoir les Jeux pour qu'il y ait un héritage après. On va faire l'héritage avant, c'est-à-dire qu'on va profiter des Jeux olympiques de Vancouver pour développer 4 ans en avance des infrastructures sportives, culturelles, etc., pour que les Jeux soient le point culminant.
Donc, avant les Jeux, il y a eu pendant 3 ans une Olympiade culturelle. Puis le centre a beaucoup participé, puis on a eu un appui financier du comité organisateur des Jeux pour organiser des événements francophones, un volet francophone dans cette Olympiade culturelle. Si tu décides que tu veux faire quelque chose, si il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ta communauté qui peut t'aider à te rendre là. Des fois, ça va être difficile à connaître ces gens-là, mais si tu te demandes pour l'aide, ils vont t'aider. Puis, donc, pour moi, j'ai eu des enseignantes qui m'ont aidée à travers ma carrière. J'ai eu des entraîneurs, j'ai eu des amis, j'ai eu des figurants dans ma vie. Puis, c'est ça, je pense que si tu envoies un courriel, si tu envoies un message, quoi que ce soit à quelqu'un, ils peuvent t'aider. C'est peut-être pas moi, mais c'est peut-être quelqu'un que tu connais très bien, qui connaît quelque chose dans un de ses intérêts. Donc, c'est vraiment de s'impliquer dans la communauté pour faire agrandir, puis pour faire un meilleur monde que tu veux vivre dedans. Ce que j'aimerais montrer, c'est que c'est possible d'avoir une orientation économique qui est la création d'entreprises. Avoir une orientation économique qui est s'assurer que l'emploi va continuer. C'est d'aider les employeurs à intégrer des employés, mais en le faisant toujours avec un regard pour le bien-être de la communauté, de la société, dans ce sens-là. Et travailler avec quelque chose qui est bon pour l'environnement. Je suis content de mon parcours. C'est plus des petites affaires temporaires ici et là, mais au total, ça a aidé beaucoup, je pense, à la francophonie du Grand Victoria. De même que Gisèle Sanson qui a aidé beaucoup au niveau de l'histoire dans la francophonie du Grand Victoria. J'ai toujours dit que j'étais une visiteuse en Colombie-Britannique. Je suis une visiteuse francophone québécoise, comme j'ai dit, avec le drapeau au cœur, et qui est pour la francophonie, de par ce que mon papa m'a laissé, c'est la francophonie qui était importante. Et où que j'étais, je les transportais avec moi. Alors j'y étais ici, et très active, et ce que j'ai pu apporter, je me suis intéressée à ce qu'il y avait ici, et essayer de pousser et de faire partie avec les autres à bâtir quelque chose pour la francophonie, pour qu'elle existe. Et ici, elle existe. Elle a des plaques, elle a des bannières, elle a des choses. Donc, l'imagination au profit de l'apparition de la francophonie. Il ne faut pas l'effacer jamais. Mais ici, c'est dangereux parce que ce qu'on écrit en français sur le sable, il y a une petite marée ici. Fait que la marée monte, ça s'efface, les gens s'en souviennent plus, ça redescend, il faut encore replacer les messages, replacer à nouveau les plaques, replacer les bannières, replacer les images, les photos, il faut encore faire ça. Puis la marée va remonter encore. Mais j'espère que ça va rester. Ce qui est d'autant plus important, c'est qu'à cause justement d'avoir un programme en éducation francophone dans notre province, on voit une relève. Et puis on travaille fort à continuer de faire des choses avec l'école régionale qui est notre école, l'école des pionniers de Maillardville. On travaille fort à essayer de créer des liens avec eux dans l'espoir où un moment donné, ce sera de ces jeunes-là qui siégeront au conseil d'administration de la Société francophone de Maillardville. Alors, il faut travailler fort à ça, puis le faire, quand on est en milieu minoritaire, ça fait partie d'une action, c'est une action communautaire qu'on doit poser autant que possible, je pense. En fait, je pense que j'ai parlé plus en français ici que je parlais même au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais pour moi, c'est vraiment... j'apprends des choses à chaque journée, puis même aujourd'hui, j'apprends de l'histoire des francophones qui nous entourent. Puis c'est vraiment, je suis choyée de faire partie de cette communauté. Puis j'ai hâte vraiment de le faire connaître mieux, en fait.